Alors son contenu est assez simple, hein, parce que le texte est très court et assez lisible. Il vise en fait à renforcer les mesures destinées à réduire les déficits publics. La philosophie proprement dite est d'arriver donc à un équilibre budgétaire avec une étape importante qui est très contraignante. Donc c'est d'arriver à stabiliser les déficits publics, voire même d'ailleurs à obtenir un zéro déficit pour les États signataires de ce TSCG. Ça, c'est le principal point. En fait, il renforce un précédent pacte de stabilité et de croissance qui a été adopté à la fin des années 90 et qui figure également dans le traité de Maastricht, avec ces fameux critères qu'on connaît, hein, qui sont de ne pas dépasser l'ensemble du déficit public d'un État au-delà des 60% et un déficit public annuel de l'ordre de 3%. Là, avec le TSCG, on passerait à 0,5%, c'est-à-dire donc progressivement, on devrait arriver à un quasi équilibre budgétaire. En vérité, non, il n'a pas été modifié, c'est-à-dire que le texte n'a pas changé d'une virgule. Les chefs d'État et de gouvernement ont tout simplement négocié à la demande de la France un pacte de croissance qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le TSCG, qui figure dans un autre texte qui n'a aucun lien d'ailleurs avec le TSCG. En l'examinant attentivement, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'est jamais fait référence à ce nouveau pacte de croissance voulu par François Hollande. Ça, c'est ce qui est donc ce qui veut dire que en fait le TSCG en l'état actuel sera appliqué à la virgule près avec son contenu qui en fait vise à mettre en place un- une politique d'austérité, une politique d'austérité imposée, contraignante, hein, pour une période indéfinie. Ce qui veut dire en clair que la plupart des politiques publiques seront écartées, puisque l'État n'aura pas les moyens de mener des politiques publiques importantes, et surtout en période de récession, de crise économique comme on la connaît aujourd'hui, les États n'auront plus la possibilité d'aller chercher des investissements nécessaires justement à la relance de leur économie. Non, bien sûr. Il y a d'autres marges de manœuvre et même des propositions qui sont énoncées par des économistes, par exemple les économistes atterrés, hein. Alors les économistes atterrés, c'est un collectif d'économistes de différentes écoles d'économie qui d'ailleurs est présent un peu partout en Europe. Donc ces propositions consistent justement à dénoncer ce traité qui vise comment dirais-je, à inscrire dans le marbre l'austérité et à le remplacer par des politiques d'investissement qui sont nécessaires et indispensables. L'histoire l'a montré dans le passé. La stratégie qui est adoptée actuellement d'appliquer des politiques d'austérité dans cette période de récession-là vont ajouter la crise à la crise en quelque sorte. Donc là, il faudrait plutôt se tourner vers des politiques d'investissement et des politiques aussi qui réduiraient la dette, parce que bon, il faut aussi se pencher sur la question de la dette souveraine, hein, des États, mais d'une autre manière que celle qui est proposée, par des politiques d'ajustement qui visent à réduire donc les budgets des États. Cette dette pourrait justement être réduite tout simplement en relançant l'économie avec des investissements. Ça, c'est une des principales pistes qui est annoncée. Elle peut être aussi, comment dirais-je, cette dette être remise en question, hein, peut être renégociée, rediscutée et étalée dans le temps pour les parties de la dette, etc. Et elles peuvent même être, comment dirais-je, mises en cause en quelque sorte, c'est-à-dire comme certains États ont failli d'ailleurs être devant cette situation, comme la Grèce en particulier, c'est-à-dire faire défaut sur une partie de la dette. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été mis en œuvre
ces dernières années avec la Grèce, puisque une partie de la dette grecque a été renégociée. Enfin, oui, une grande partie de la dette grecque a été renégociée. Oui et non, parce que ce que proposent les économistes qui critiquent les modèles, enfin le modèle qui est suivi des politiques d'austérité, propose une autre façon de mutualiser la dette au sein des pays de la zone euro, puisqu'il s'agit des pays qui sont en difficulté dans la zone euro. Est-ce qu'il s'agit de mutualiser cette dette en créant donc des euro-obligations, ce qui est différent de la stratégie qui a été présentée hier par Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, a dit on va acheter la dette effectivement sur les marchés dits secondaires, c'est-à-dire là où on peut racheter de la dette espagnole, portugaise, française, etc. Et de façon limitée, parce qu'il s'agit de racheter pas des dettes à long terme, mais des dettes à court terme. Alors certes de manière illimitée, mais aussi parce que tout simplement il s'agit comment dirais-je, de donner un signe au marché financier. Hein, pour leur dire voilà, on va vous rassurer de cette manière-là et vous pouvez continuer à vos activités financières, spéculatives, etc. Donc tout le problème est là. En créant, alors c'est pas la panacée, mais en créant et en mutualisant la dette et en créant ces fameux eurobonds, là, on écarte la spéculation sur la dette des pays en difficulté. Dans le cas de ce qui est proposé par la BCE actuellement, on n'écarte pas cette spéculation. Au contraire, elle continue. Bon, c'est vrai que ça fait baisser temporairement les taux d'intérêt. Donc, effectivement, ça permet aux pays européens en difficulté de souffler et donc de se financer, de continuer à se financer sur les marchés financiers avec des taux d'intérêt moins élevés. Mais ça ne résout pas du tout le problème de la crise de la dette de la zone euro. Ça peut d'ailleurs même la relancer après que les marchés financiers ont digéré la manœuvre de la BCE. Voilà la différence, voilà ce qui distingue en fait l'idée de créer des eurobonds de celle proposée par Mario Draghi.